Mais le menu de la cantine, il peut peut-être aller sur WeTransfer, c'est pas très grave. Et on ne se rend pas compte du volume de données auquel on a accès. On ne vend pas vos données, mais on vend la base de données. Sur une journée de travail, quel volume de données a été diffusé alors qu'elle n'aurait pas dû l'être? Si on vous pique votre portefeuille demain, vous allez le ressentir parce qu'il y aura eu votre veste arrachée. Le soir, il a Claude pour faire sa recette de cuisine ou sa tarte. Claude, il est assez intelligent. Comment Free sait qu'un RIB est un RIB? Que vous partagez des infos avec des GAFAM dans votre vie personnelle, c'est votre problème. Là, il doit y avoir quand même une petite lumière qui doit s'allumer. Bonjour à tous et bienvenue aux tables rondes de Risque Intel Média. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine informationnel et données de l'entreprise. La sécurité doit-elle céder face à la productivité? Aujourd'hui, on est en partenariat avec Box et avec moi, 3 experts qui vont répondre à mes questions, mais également répondre aux vôtres. Mais avant de commencer, je vais leur donner la possibilité aussi de se présenter et je commence par Guillaume Brault. Bonjour Yasmine, bonjour à tous, enchanté d'être ici aujourd'hui. Notre métier chez Box, et mon métier en particulier, c'est d'accompagner les organisations dans la gestion et le pilotage de l'ensemble de leur patrimoine documentaire. Et donc je pense que c'est un sujet qu'on pourra aussi évoquer, la notion de data, à quel moment on franchit ce cap de la data au sens brut du terme, à une data qui est peut-être un petit peu différente, qui est sous des formes un petit peu plus documentaires justement. Et l'intérêt de cette thématique et ce focus sur cette donnée très particulière, c'est que finalement, elle est présente dans l'ensemble des organisations, elle est présente dans l'ensemble des industries, et parfois, elle est au cœur des processus métiers de l'entreprise. Donc, voilà, la donnée et la donnée documentaire. Julien Torgeman. Alors bonjour, moi je suis Julien Torgeman, je suis le directeur cyber de France Télévisions. Donc effectivement, les données, on en a beaucoup. On fait de l'information. Et donc voilà, je suis en charge de tout l'aspect cybersécurité pour l'ensemble du groupe, l'ensemble des chaînes. Et je fais de la cyber depuis à peu près une vingtaine d'années. Et Arthur Millerand. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Arthur Millerand, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Parallèle Avocat, qui conseille et défend des entreprises innovantes et technologiques. Et plus particulièrement, je m'occupe à la fois pour du conseil et du contentieux de droit de la propriété intellectuelle, droit des bases de données, droit des données personnelles. Donc voilà, beaucoup de sujets qu'on va sans doute aborder aujourd'hui. Eh bien, merci d'être avec moi. Je vais commencer par une information que vous avez peut-être vu passer. Moi, ça m'a choquée et surprise en même temps. Alors, peut-être pas surprise, choquée, oui. Il s'avère qu'on connaît tous WeTransfer, vous savez, ce fameux site sur lequel on peut mettre des documents pour les envoyer. Et puis, bien évidemment, vous avez une option gratuite. Et on a découvert récemment qu'en réalité, WeTransfer utilisait justement l'ensemble des données que l'on mettait, donc des documents que nous envoyons, pour entraîner leurs IA. Bon, évidemment, ça a été une grande surprise pour beaucoup de nous, parce qu'on n'était pas du tout au courant. Je me suis posé la question, est-ce que ce type de service gratuit met-il en danger la sécurité du patrimoine informationnel des entreprises? Qui veut se lancer? Bon, je veux bien. Hein. Allez. Vaste question, effectivement, sur ces sujets-là. Après, WeTransfer, c'est pas le seul qui fait ça. Hein. On a eu du Facebook, enfin des Meta qui est aussi sorti sur ce type de problématique-là. Donc oui, c'est pas les premières. Après, on va dire que WeTransfer, c'est très pratique, que c'est utilisé par tout le monde. Nous, typiquement, nos journalistes utilisent énormément. Au moment où on a vu cet article de presse, on a fait de la sensibilisation en interne en disant attention, mettez pas des documents qui sont sensibles, des documents qui sont confidentiels. Et on les a remis. Et je pense qu'on parlera du Shadow IT, Shadow IA après dans les prochaines questions. Mais donc du coup, on les a refléchés vers les bonnes solutions de sécurité, vers les bonnes solutions de partage qu'on a en interne pour gérer ces choses. Mais oui, après effectivement, c'est pas nouveau que des sociétés utilisent nos données. Oui, ça peut mettre à défaut et ça peut avoir des impacts assez importants sur les données, parce que derrière, on ne sait pas si le lien est envoyé de manière sécurisée, on ne sait pas si quelqu'un va pouvoir l'avoir, au-delà juste de l'entraînement qui est utilisé. Donc oui, ça a un vrai danger pour les données de l'entreprise. Et justement, je rebondis, parce que c'est vrai que quand on écoute une information comme celle-ci, on se pose toujours la question, très bien,
ils utilisent nos données pour alimenter l'IA. Quel est vraiment le risque? Qu'est-ce que ça peut changer? J'ai envie de vous partager un retour d'expérience et je veux votre avis dessus. Dites-moi si c'est ça le risque, et s'il y en a d'autres d'ailleurs. C'est un décideur qui m'expliquait qu'à un moment donné, il se rend compte sur LinkedIn, il pose une question sur ChatGPT qu'il y avait des informations concernant son entreprise. Et donc, il s'est bien posé la question d'où viennent ces informations. Et l'un de ses doutes, de ces potentielles lignes, c'est que des collaborateurs auraient potentiellement introduit des informations lors de requêtes, des documents, et qu'en alimentant ChatGPT, eh bien, ça a permis de nourrir l'IA. Et plus tard, des gens à l'extérieur de l'entreprise, nous, vous, moi, quand ils font une requête et qu'ils mettent le nom de cette entreprise, cette information qui n'aurait pas dû être disponible parce qu'elle n'est pas sur Internet ressorte. Ça, c'est un risque que vous voyez ? C'est un risque et je pense qu'on peut même le traduire de la façon dont on l'appelle communément, c'est une fuite de données. C'est une fuite de données qui désormais, même en termes juridiques, doit être traitée d'une façon très particulière, très cadrée. Et donc la vraie question qu'on peut finalement se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer d'agir à la source? C'est-à-dire que certes, responsabiliser le collaborateur, on en parlait tout à l'heure sur WeTransfer, ou leur faire comprendre que ce n'est pas forcément l'outil le plus approprié, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi essayer de travailler en amont sur l'accessibilité à l'information, comment j'assure que le collaborateur a exclusivement accès à des données qui sont relatives à, je dirais, son activité au quotidien, de telle façon à minima éviter que des données qui ont un niveau de sensibilité trop élevé puissent arriver sur ces systèmes ou puissent être exfiltrées de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a un double travail, il y a un travail d'éducation, mais il y a un travail aussi potentiellement technologique pour essayer de mitiguer le risque d'avoir des données qui atteignent un certain niveau de criticité, qui puissent sortir librement de l'entreprise et être exploitées derrière par des systèmes très diversifiés. Ouais, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le WeTransfer, donc les outils gratuits. Est-ce que c'est un problème ou pas? Moi, je dirais que le problème que l'outil soit gratuit en lui-même n'est pas un sujet. Enfin, la vraie question, c'est confier un actif stratégique sans savoir les conditions auxquelles on le confie. Donc ça, c'est en fait utiliser WeTransfer sans lire les conditions. L'autre chose quand même à rappeler, c'est que quelques jours après cette annonce et ces modifications, WeTransfer a rechangé ses conditions et qu'aujourd'hui, si vous regardez attentivement, ils mettent beaucoup en avant que l'utilisateur reste propriétaire de son contenu, qu'il n'y a ni entraînement ni cession du contenu. Donc ils se sont rendus compte que c'était important pour la communauté, important pour donc tous ceux qui utilisaient WeTransfer, mais aussi qui plaçaient de la confiance là-dedans. Et je trouve que ça, c'est un bon révélateur à la fois de la prise de conscience que ça peut générer, donc qui est que en fait quand on partage des données, les conditions contractuelles sont importantes. Et en fait le problème, c'est pas tant de s'en servir, mais c'est de pas de lire et de pas chercher à comprendre. Et donc moi, ce que je recommande typiquement pour ce genre de situation, c'est soit d'avoir que des plans enterprise. Donc, où on peut négocier les contrats. Alors, on peut négocier les contrats, pas forcément. Quand on se retrouve avec du WeTransfer en face, du Meta, du Google, d'aller changer une ligne d'aller changer une virgule ou une ligne sur un contrat, c'est un peu compliqué quand même. Oui, finalement, on n'a pas beaucoup de levier. Ouais, on est d'accord. On n'a pas de levier finalement pour demander. Et donc, je reviens vers toi, Arthur. Donc, en fait, le choix qu'on a aujourd'hui, c'est soit on n'utilise pas un outil. Oui. Ce qui rend un peu compliqué quand même la vie du quotidien, soit on l'utilise mais en ayant conscience des risques. On n'a pas tellement de marge de manœuvre. Ouais, mais alors moi je dirais qu'il y a quand même plus de marge de manœuvre que ce qu'on pense. Genre, tous les grands LLM et tous les grands fournisseurs d'IA, par exemple, la première chose qu'on vous oppose, c'est qu'il n'y a rien qui est négociable. En fait, quand vous creusez, il y a quelques petits leviers qui sont toujours un peu les mêmes, mais par exemple la Zero Retention Policy ou la 24-hour Retention Policy, il y a plein de petites choses qui permettent incidemment de changer les choses. Ensuite, l'autre chose, c'est que je dirais que tous ces grands acteurs se rendent aussi compte de la sensibilité. Et peut-être qu'on en reparlera après, mais il faut bien distinguer la valeur de l'information de son volume. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous communiquez beaucoup de données à quelqu'un et à un tiers que en fait, c'est très dangereux pour la société. Et donc, il y a cette question aussi de bien connaître les usages, bien connaître ces données, de pourquoi est-ce qu'on les met dans tel outil. Et peut-être que c'est pas tant un problème que ça, que beaucoup d'informations, par exemple France Télé, transitent par WeTransfer avec ses clauses, alors que d'autres informations sont très stratégiques et très sensibles et ne doivent pas passer par ce canal-là. Donc c'est aussi un travail à faire qui est que les conditions contractuelles sont certes importantes, mais en fait il faut juste les comprendre et les lire pour ensuite pouvoir adapter les types d'infos qu'on passe. Mais c'est vrai que quand vous avez un chemin
simple, C'est il est toujours préféré à celui qui est compliqué. Donc partager WeTransfer en 5 secondes, c'est toujours mieux que d'avoir la validation ou d'utiliser l'outil interne qui est peut-être un peu moins sexy, simple d'usage, quoi. sympa. Ouais. Mais après, c'est pareil, les conditions générales d'utilisation avec 50 pages à défiler. Je sais pas autour de la table combien les clics sur accepter avant de les lire. Bon, voilà, on peut faire un sondage, mais effectivement, l'utilisateur quand il va voir j'accède à la première fois à WeTransfer et que ça lui dit, ça lui met un truc long comme le bras pour lui dire et qui est tout petit en petits caractères avec des termes un peu juridiques. L'utilisateur il va cliquer sur j'accepte. De toute façon, il a pas le choix. Il met ses données ou alors il a besoin de récupérer des données qui sont échangées avec un partenaire externe. Et là, on n'est pas non plus maître de l'outil qui est utilisé par un partenaire externe. Alors justement, c'était un peu ma prochaine question, c'était de dire, pour revenir un peu au CGU, et je partage avec vous également une coupure de presse, la réalité du terrain, c'est que les utilisateurs, les internautes ne lisent pas. Et tu l'as très bien dit, Julien, si on fait un petit sondage autour de la table, je pense que voilà, on va pas être si surpris que ça. Moi, je lis un peu, mais je lis pour pouvoir sensibiliser, parce qu'après, je fais des screens et je fais des posts. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on n'a pas le temps. C'est rédhibitoire, c'est proposé et mis en avant de façon à ce qu'on n'ait pas envie de le lire. C'est tout petit en termes de caractères, c'est extrêmement massif en termes de documents. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait aujourd'hui pour essayer, comment on peut anticiper, comment on réagit quand on connaît, nous, autour de la table, les risques de ne pas lire ? Peut-être 2 mots. Alors moi, je dirais qu'il y a une distinction déjà à faire entre votre perception de consommateur et ce que vous faites dans la vie de tous les jours, de quand vous êtes dans le cadre de vos fonctions et que vous maniez des données sensibles. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous partagiez des infos avec des GAFAM dans votre vie personnelle, c'est votre problème. Quand vous êtes dans votre vie professionnelle avec des postes à responsabilité au contact de données et d'actifs stratégiques, là, il doit y avoir quand même une petite lumière qui doit s'allumer. Donc ça, c'est, disons, première distinction que je ferai. Ensuite, la deuxième distinction, c'est que vous ne pouvez pas négocier ces contrats. C'est des contrats d'adhésion. Vous prenez ou vous prenez pas. Mais quand on remarque que quand les gens ont le choix, ils font le même choix. Les cookie box, par exemple, je pense qu'on fait le même sondage. Ils ont le choix, ils peuvent agir, mais ils vont quand même accepter. Parce que, en fait, c'est pas qu'une question de simplicité. Il y a évidemment des dark patterns, il y a évidemment des choses qui sont faites pour que vous acceptiez. Mais même quand vous avez le choix avec toute la latitude du monde, en fait, il y a aussi un problème de sensibilisation et de en anglais, c'est awareness, mais de juste se rendre compte qu'en fait, vos actions ont des conséquences. Et donc, ça revient à mon point initial. Quand vous êtes dans le cadre de vos fonctions, vous n'allez peut-être pas tout lire, mais peut-être qu'il faut juste regarder la clause des contenus et des licences, savoir par exemple s'il y a des capacités de sous-licence mondiale. À ce moment-là, ce que ça veut dire en termes pratiques, c'est que vous perdez tout contrôle sur la chaîne de traitement de ces informations. Ou l'autre exemple, c'est le consentement et la modification unilatérale des CGU, ce qui est en fait illicite, par exemple en France, mais qui pour autant vous seront imposés. Donc en fait, c'est-à-dire que vous consentez à l'instant T, mais tout pourra changer sans qu'on vous prévienne et sans que vous acceptiez à nouveau. Donc il y a quand même des choses qui doivent à nouveau allumer des lumières, et après c'est à chaque entité de savoir quelles sont les infos qui sont partagées et est-ce qu'en fait on peut les partager ou pas. Mais en fait, je veux expliciter un point, Arthur, pour venir. Ce que je veux dire, c'est que quand on signe son accord sur des CGU, celles-ci peuvent être modifiées sans qu'on nous redemande l'accord ? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Oui, non, mais par exemple, les CGU de WeTransfer, au moment, là, c'était l'année dernière, au moment où ça a été publié, mais d'ailleurs, la plupart des grosses boîtes tech font la même chose. On pourra vous modifier les CGU sans que ça vous concerne et sans que vous ayez d'acceptation. Et ensuite, quand il y a beaucoup plus de granularité, ça va être, si vous ne vous y opposez pas dans un délai de 15 jours, les nouvelles conditions s'appliquent. Si vous le faites valoir, vous résiliez. Donc, c'est toujours la logique de take it or leave it, ce qui est très bien parce que c'est comme ça que ça marche. Mais il faut juste comprendre les implications. Il y a pas mal de sociétés qui envoient par mail nos CGU ont changé, si vous n'êtes pas d'accord, résiliez. Et voilà. Après, moi, je reviens sur 2 points qui sont importants dans ce que tu disais. Il y a que tu disais aussi, c'est la partie classification. La partie classification des données, c'est primordial. Typiquement, en entreprise, c'est de se dire, ok, quels sont mes actifs les plus importants, quelles sont mes données les plus importantes, qu'est-ce que j'ai le droit d'en faire, et quelles sont les règles de protection qui sont appropriées. On parlait le menu de la cantine. Tu citais cet exemple, mais le menu de la cantine. Il peut peut-être aller sur WeTransfer, c'est pas très grave, sauf si on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a à manger à la cantine. Mais du coup, ça c'est quelque chose. Voilà. Et par contre, les données qui sont beaucoup plus sensibles, effectivement, de ne pas les mettre sur des plateformes, ou alors de les stocker en interne, ou alors de les mettre sur des sujets. Après, tu parlais de la négociation des accords contractuels. Il y a beaucoup de solutions, et nous on a vu, et je l'ai vu dans le passé, dans des expériences passées, des utilisateurs qui viennent, qui disent j'ai trouvé une solution qui est gratuite. Elle est sur Internet et du coup, on veut l'utiliser.
quand on oppose c'est une solution qui est gratuite et qu'on commence à regarder les CGU et qu'on met en place tout l'attirail sécurité avec les annexes sécurité que normalement toutes les sociétés mettent et qu'on met avec tout gros contrat de prestations qu'on a et qu'on commence à leur dire il faut que vous remplissiez l'annexe sécurité, que vous engagez sur la sécurité des choses, que derrière vos CGU elles nous plaisent pas, du coup vous allez prendre les nôtres, que ce point-là il nous plaît pas et on voudrait que vous le changiez. Là, la société, elle répond, mais en fait, je suis un truc gratuit, comme tu dis, la technique hors limite. Donc, et on n'a aucun moyen de négociation, parce qu'en plus, on ne paye pas et il n'y a pas d'accord contractuel. Donc, Et je pense que ce qu'on décrit ici s'applique dans le monde du gratuit, qui est un peu le thème initial de la conversation, mais peut aussi s'appliquer dans des mondes un petit peu plus structurés d'entreprise, où à un moment, je dirais, l'acteur avec lequel vous travaillez peut aussi prendre un certain nombre de libertés, ou peut être soumis à un certain nombre de régulations qui peuvent lui imposer de faire des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc en petites lignes dans les CGU. Et après, il y a quand même potentiellement des réponses technologiques à cela pour arriver à ne serait-ce que rendre les acteurs dont on parle potentiellement aveugles temporairement des données qu'on va leur mettre à disposition, de telle façon de traiter un risque imminent sur une thématique particulière. Donc il y a beaucoup d'éléments autour du chiffrement de la donnée. Comment est-ce qu'on fait de la délégation de chiffrement, par exemple, pour garantir aux entreprises qui travailleraient avec ces acteurs qui iraient traiter leurs données ou stocker leurs données, et pouvoir avoir le kill switch, j'appelle ça, mais se dire à un moment on arrête. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si simple que ça. C'est que derrière, typiquement, c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans certaines situations. Typiquement, quand tu utilises des solutions, on va dire américaines, et qu'on veut chiffrer les données, ils nous disent il y a pas de problème, vous chiffrez les données, nous on verra rien. Mais du coup, toute la partie recherche, par exemple, ne fonctionnera plus dans l'outil. Toute la partie intelligence derrière que vous achetez avec la solution, en fait, ça marchera pas. Donc, en fait, vous allez utiliser 1% d'utilisation de notre plateforme. Donc, quand on paye, en plus, c'est cher. Et en plus, mettre en place du chiffrement additionnel, c'est des contraintes à maintenir, c'est des contraintes en plus financières. Donc oui, ça, c'est pas exploitable. C'est pour ça que tu parlais de classification de données tout à l'heure. Justement, le fait d'arriver, et on n'y est pas encore, et on pourra en parler de pourquoi on n'y est pas, et pourquoi ça fait 15 ans que le GDPR est là, et qu'on est toujours incapable de savoir ce qui contient de la donnée personnelle de ce qui n'en contient pas. Mais ça aussi, ça peut être le premier step. À partir du moment où j'ai une cartographie de ma donnée, je suis derrière capable d'aller dire, OK, celle-là, elle a un certain niveau de sensibilité, elle ne va pas vers l'outil A, par contre, elle ira vers l'outil B. Et donc, faut cependant revenir à la source. Ma source de données doit être relativement maîtrisée si je veux avoir même de quelconque garde-fou technologique qui fonctionne. Et ça, c'est un vrai problème, hein, parce qu'en réalité, c'est ce que je disais à Guillaume ce matin, j'étais sur un événement hier, donc, avec un salon rempli d'experts en cybersécurité. Il y a une question qui leur a été posée, c'est de leur dire, est-ce que dans la salle, ceux qui pensent qu'ils ont cartographié à 100% leurs données lèvent la main? Bon, je vous le fais pas en mille, il n'y a personne qui a levé la main. Et après, le monsieur commence à... timide. C'est quoi? C'est la blague qu'il a fait. C'est exactement, il a dit, soyez pas timide. Donc il a commencé à baisser un petit peu, il dit, 90, 80, 60, 50, et il n'y a que à 40% qu'on a vu quelques mains se lever. Et Guillaume disait tout à l'heure, oui, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit 40%. Et en réalité, que ce soit d'ailleurs l'entreprise, donc les données de l'entreprise ou même individuellement, on n'a aucune idée d'où sont nos données et on n'est pas capable aujourd'hui de dire je connais toute ma cartographie et je sais en plus dans mes données ce qui est sensible de ce qui ne l'est pas. Et pour moi, je trouve que c'est un souci parce que tous les experts avec qui j'échange me disent premier problème, c'est déjà de savoir ce qu'on a et ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte du volume de données auquel on a accès. C'est-à-dire, quand un collaborateur rentre dans l'entreprise, dès le premier jour, il a accès à 400 Tera de données. Qu'elles soient structurées, certes, celle-là, souvent, elle est maîtrisée. La partie non structurée, c'est un peu plus compliqué. Il va avoir accès à 19 sheets SharePoint qui eux-mêmes contiennent des livrables de production divers et variés. Donc la vraie problématique, c'est ne pas pouvoir faire de cartographie à l'échelle de l'entreprise, mais même que le collaborateur, à un moment, ne sache même pas à quoi il a accès, ni pourquoi il y a accès ou pas accès. Et après, on risque de passer sur un mode de protection qui est plus un mode de protection par l'ignorance. C'est-à-dire que je protège ma data parce que les gens ne savent pas que la data existe ou ne savent pas comment ils y accèdent. Et après, se pose la question de l'IA. Si on commence à rajouter un agent autour de tout ça, qui lui va... Moi, j'aurais peut-être mis 10 ans à trouver qu'une donnée existe et que j'y avais accès. L'agent, il va peut-être mettre 5 minutes pour trouver cette même information. Et donc là, ça pose la question, justement, toujours dans cette logique de gouvernance, de dire maintenant qu'on n'a pas que des humains qui vont travailler avec cette donnée, si on ne change rien, il y a un risque que votre salaire de votre patron, vous puissiez le trouver assez facilement.
C'est un peu ce qu'on a vu au début de Microsoft Copilot. Copilot, tous les RSSI, tous les directeurs cyber ont eu peur de l'arrivée de Copilot sur les tenantes Office 365. Parce qu'en fait, comme tu dis, les SharePoint, les gens font des liens, font des partages, ils font des partages externes, ils n'ont pas forcément bien regardé les permissions. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est sorti dans la presse, que en fait, on avait réussi à cartographier, que Copilot, il avait réussi à cartographier toutes les données qui étaient présentes un peu partout, et qu'on arrivait à trouver des données qui n'étaient pas censées être accessibles. Et du coup, ça venait sur un vrai problème. Donc, ouais, on y est allé un peu en traînant un peu les pieds, en se disant on va faire des tests, on est allé voir Microsoft pour dire est-ce que c'était corrigé, etc. Donc voilà, ils nous ont assuré que c'était le cas, et oui, c'est dangereux, et pour un RSSI, ça fait un peu peur. Ça vous empêche de dormir? Non. Non, pas jusque-là. Alors, autre question que je me posais, on parle beaucoup de Shadow IT et de Shadow AI, sauf que, au final, quelque part, les collaborateurs se tournent vers des outils, souvent quand l'entreprise finalement ne fournit pas ce dont ils ont besoin. Je pense notamment à toute la vague de mode qu'il y a eu il y a 2 ans, parce qu'on a eu première vague, c'était l'arrivée de ChatGPT et de toutes les IA qu'on utilisait. Deuxième vague, c'est les grands groupes qui se sont dit, nous, on va faire mieux, on va créer notre nom d'entreprise GPT en interne. Et puis troisième vague, mince, ça marche pas si bien que ça. Donc, on laisse tomber le projet parce qu'au final, les collaborateurs l'utilisent pas et passent sur les autres outils. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le Shadow IA, c'est comme le Shadow IT, ça a toujours existé. Après, nous, ce qu'on essaye de faire chez France Télévisions, c'est de se dire, on essaye de limiter les utilisations. Et on a commencé par faire un petit audit au début de l'IA, comme tu disais, en regardant les gens qui utilisaient des plateformes externes, des plateformes publiques. Et les chiffres, ils nous ont fait un peu peur. Donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on prenne le problème à bras-le-corps, et on a mis une plateforme en interne. Donc oui, ça répond pas à tous les usages, mais on a essayé d'accompagner les choses, de les intégrer dans les différents outils, et d'expliquer, surtout d'expliquer, via des chartes, via de la sensibilisation, via des formations, via des communications, en disant aux utilisateurs que mettre des données dans ChatGPT, ça a aidé à améliorer le modèle, que potentiellement les données qu'ils mettaient et qui n'étaient pas publiques, ça allait poser des problèmes. Donc les gens ont bien compris. On essaye, maintenant on a développé des choses et on est en train vraiment d'accélérer sur ces sujets-là. Mais en tout cas, maintenant les utilisateurs se tournent un peu plus vers les solutions. Alors je dis pas que ça résout tous les soucis, mais oui, il y a des dangers. C'est comme le WeTransfer tout à l'heure. Je pense que c'est même multiplié par rapport au WeTransfer, parce que là où WeTransfer, je le fais sur une action épisodique d'un besoin particulier, l'agent conversationnel, je peux lui poser n'importe quelle question sur la vie, son œuvre. Donc se pose la question aussi de comment malgré tout laisser aux collaborateurs finalement le choix de l'outil. Parce que s'il utilise ChatGPT ou Claude tous les jours ou tous les soirs à la maison, je dirais, c'est humain de se dire à un moment au bureau, il a encore son onglet d'ouvert dans son navigateur parce que il fait une petite requête à la maison sur une recette de cuisine. Il va réutiliser cet onglet-là pour poser une question business relative à l'entreprise. Donc après, il y a 2 approches. Soit j'essaie de construire des outils qui sont aussi performants, complètement maîtrisés en interne par l'entreprise, soit je permets l'accès à ces quelques grands acteurs qu'on a cités aux collaborateurs, mais avec une approche maîtrisée et qui va garantir notamment que l'ensemble des données qui vont circuler entre cet outil et l'entreprise soient complètement maîtrisées. En gros, que ce ne soit pas le collaborateur qui a déposé un document dans ChatGPT pour l'analyser, mais que ce soit ChatGPT qui a accès à une portion de la connaissance d'entreprise qui soit 100% maîtrisée et qui va derrière garantir que l'information qu'il va analyser est une information qui est légitime à analyser et qui a bien été analysé, classifié, etc. à la source. Après, c'est comme tu disais, je reprends l'exemple, ça paraît après, mais je reprends l'exemple de Claude d'Anthropic, c'est qu'effectivement, les modèles, ils sont bons. Quand l'utilisateur, il a Anthropic le soir, il a Claude pour faire sa recette de cuisine ou sa tarte, ou son voyage, du coup, ça permet, il a envie de le retrouver aussi dans son travail. Donc nous, on a contractualisé avec des modèles qui nous permettent justement de se dire que les données, elles vont pas être gardées, que ça va être un tenant ou quelque chose qui va être spécifique à nous, et c'est pas mélangé comme ça le jour où on a un autre client qui arrive à trouver des parades pour accéder à des données, ou qu'il y a une fuite sur la partie modèle, il tombera pas sur nos données. Ouais, moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que
le cadre que tu donnes et la liberté que tu donnes aussi de choisir des outils et d'être en fait le plus près de l'utilisation de ce que les collaborateurs et collaboratrices font, c'est à mon avis la bonne solution. Parce que quand on pense par exemple en 2023, quand Samsung avait donné accès à ChatGPT au début à ses ingénieurs et qu'en fait au bout de 3 semaines, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu plusieurs fuites de morceaux de leur code source, alors même que les collaborateurs le faisaient parce que l'entreprise l'avait donné et l'avait autorisé et c'était pour améliorer le code. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'en fait, si tu donnes une option sans cadre, en fait, tu risques des fuites importantes parce que c'est non maîtrisé. En fait, tu as perdu le contrôle sur ce que tu fais ou ce que l'entreprise peut faire. Mais si tu ne fais rien non plus, en fait, tu favorises des utilisations personnelles ou individuelles. Et là, pareil, en fait, c'est contraire à l'objectif que tu poursuivais. Donc, c'est comme le droit. Le droit, c'est pas fait pour dire c'est autorisé ou interdit. C'est fait plutôt pour donner un cadre. Et là encore, je pense que c'est un peu ce que je disais sur WeTransfer, c'est que la matrice à faire, c'est combien de risques pour combien de probabilités d'occurrence, pour quel type de données. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, vous vous rendez compte qu'il y a certains trucs où en fait, il n'y a pas besoin ni d'énergie cyber, ni d'outils compliqués, ni de beaucoup de juridique. Alors que pour d'autres, ça devient très sensible. Si vous vous mettez à améliorer votre code source avec ces types d'outils, bah là, il faut quand même se poser 2-3 questions avant de commencer le projet. Si c'est partager des présentations marketing, c'est pas pareil que si c'est partager une roadmap produit. Et ça, c'est une granularité. Moi, je trouve que, et ça, je le vois chez des clients, et ça rejoint un peu ce que tu disais hier, ton expérience d'hier, c'est qu'en fait, malgré notre expertise et le fait qu'on le fait tous les jours, en fait, il y a quand même un problème de maturité, de compréhension de ce que c'est qu'une donnée, qu'elle soit personnelle, pas personnelle. En fait, tout le monde met un peu ça dans le même tas. Et je trouve que parce que c'est dématérialisé, il y a moins d'impact et moins de prise de conscience. C'est-à-dire que si on vous pique votre portefeuille demain, vous allez le ressentir parce qu'il y aura eu votre veste arrachée, vous aurez couru après quelqu'un, il se sera passé quelque chose de physique. Vous faites demain voler votre portefeuille numérique, vous allez avoir la même perte financière, mais vous n'allez pas ressentir la même chose physique. Et donc, ne le ressentant pas physiquement, quand vous balancez de l'information sur Claude alors que personne n'a contractualisé et que c'est votre propre utilisation, et ben, je trouve que c'est un peu la même chose. On ne se rend pas compte qu'on fait quelque chose de mal parce qu'en fait, c'est pas mal. C'est pas une faute du collaborateur ou de la collaboratrice. C'est juste de vouloir mieux faire son boulot. Et c'est aussi un signal faible de montrer que la gouvernance, soit de la donnée, n'est pas au niveau dans l'entreprise, ou alors que les outils dits officiels sont pas aussi performants qu'ils devraient l'être. Donc je trouve que ça questionne plus les usages et la stratégie dans l'entreprise que forcément des dimensions juridiques ou même personnelles. Après, c'est pas un problème qui est nouveau. Hein. Si on prend, par exemple, tu disais les développeurs qui veulent améliorer leur code et qui vont dans le ChatGPT. On a déjà vu et dans le passé, j'imagine que tout RSSI a dû voir ça. Le code qui est publié sur un forum en disant, au fait, j'ai un bug, est-ce que vous pouvez m'aider à le corriger? Et il copie tout le code dans un forum avec les logins, les mots de passe, les clés API, etc. Ça arrivait déjà avant l'IA. Voilà, maintenant Claude il est assez intelligent. Il dit attention quand il demande quelque chose en disant attention, si tu veux enlever la clé API, si tu veux enlever quelque chose, ne me le donne pas. Donc il peut aussi être de bons conseils. Mais voilà, typiquement le nombre de développeurs qui ont eu leur code posté sur des forums et après avec des robots qui tournaient pour analyser les clés API, par exemple pour se connecter à Amazon, et qui généraient après des fausses machines pour miner du Bitcoin. Il y a eu plein de sociétés qui se sont réveillées avec des factures phénoménales. Alors justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Arthur, tu disais qu'effectivement les gens ne se rendent pas compte en fait de la valeur de la donnée et finalement n'ont pas conscience de ce qu'ils donnent et des conséquences que ça pourrait avoir. Et je pense que tout le monde dans la cyber, on le sait parfaitement, on n'arrête pas de le répéter. Moi, j'ai un exemple d'il y a quelques semaines, je crois que c'était la semaine dernière, vous en avez peut-être entendu parler parce que finalement, vous aviez tous les grands médias qui titraient « Un site internet met à disposition les données volées des Français ». Donc je rappelle un peu, c'est un jeune de 18 ans qui a créé un site internet avec un moteur de recherche. Il suffisait de mettre le nom de quelqu'un pour pouvoir retrouver plein de données le concernant. Ça pouvait passer par des données d'IBAN, donc petit clin d'œil peut-être à la FUTFICOBA, d'autres typologies de données, donc adresse physique, numéro de téléphone, etc. Et là, ça a été l'indignation en fait, auprès du grand public, parce que première question, c'est comment ça se fait qu'un site comme celui-ci existe, et la deuxième question, c'est comment ça se fait que des données aussi sensibles soient facilement accessibles. Et en fait, nous, on le sait très bien, c'est des années de fuite de données qu'on enchaîne. La différence, c'est que je pense qu'aujourd'hui, et là, il va y avoir une prise de conscience, le grand public ne peut plus fermer les yeux, n'est plus finalement quelque part protégé par son inconscience, parce qu'on est en train de sortir ça de l'univers un peu expertise de cyber, c'est plus revendu que sur le dark web, et on est en train de les mettre sur des moteurs de recherche accessibles par tout le monde.
Et là, à mon avis, il va y avoir une prise de conscience. Parce que quand maintenant, sur Google, tu tapes le site et que tu vas directement regarder cette donnée, c'est pas pareil que de dire au monsieur, c'est sur le dark web, c'est vendu, revendu. Mec, pour lui, c'est très loin. C'est pas accessible. Donc, je pense que on a un petit choc et à mon avis, avec l'IA, tout va aller beaucoup plus vite. On va commencer à exploiter la donnée de façon beaucoup plus précise, faire des croisements. Et là, de toute façon, pas le choix. Je pense qu'il va falloir avoir une prise de conscience. Pour ma prochaine question, je voulais revenir, alors tu en as un petit peu parlé, de Copilot, effectivement, qui, on s'est rendu compte, qu'ils avaient accès à des données et que ces données pouvaient être accessibles par tout le monde. Le fameux « donne-moi la fiche de paye de tel collègue », c'est le truc classique. Alors je me pose la question, comment on fait, dans ce cas-là, pour intégrer de l'IA en évitant ce genre de dérive ? Il y a tellement de solutions. S'il faut donner quelques clés de lecture et on va débattre autour de celle-ci. Je pense que déjà la première approche est connaître sa donnée. On en parlait. La notion de classification. Imposer une politique de gouvernance de l'information sans connaître et sans différencier un PDF d'un autre PDF, c'est impossible. Ça crée des risques en termes de facteur humain avec un humain qui travaille avec des données. Imaginez qu'on mette une machine, le risque il est multiplié par un facteur 1000. Donc il y a toujours connaître sa donnée. Et dans connaître sa donnée, je pense qu'il y a un autre élément aussi important, c'est différencier l'information importante de propriété intellectuelle de l'entreprise par rapport au tout venant quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense depuis une vingtaine d'années, depuis le stockage bureautique par exemple, depuis qu'on a introduit les Google Drive, etc., finalement on se retrouve avec cet énorme silo d'informations qui mélange à la fois de la donnée de travail, de la donnée brouillon, de la donnée de propriété intellectuelle, et donc c'est quasiment impossible derrière d'arriver à la piloter, à la gouverner de telle façon à assurer une sécurité de cette information. Donc, ça me semble être un peu le deuxième périmètre, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à créer un petit peu une ségrégation entre la donnée de confiance de l'entreprise et la donnée plutôt individuelle. Et nous, on a des clients, par exemple, ont une approche extrêmement sévère. Tout ce qui est données personnelles et données individuelles, tout ce qui est produit par le collaborateur, à la base, n'est pas partageable à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire tout ça est restreint. Je ne peux pas partager un document que je produis qui est stocké dans mon outil de stockage bureautique personnel. La seule façon qui me permet de partager ce contenu, c'est de le mettre à disposition dans un espace qui est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus maîtrisé et notamment qui va intégrer des notions de métadonnées. C'est-à-dire où finalement le collaborateur il va pas juste stocker un document lambda, il va venir l'enrichir avec des informations qui derrière vont pouvoir permettre sa recherche simplifiée et surtout derrière pouvoir permettre de le gouverner, de l'ouvrir aux bonnes personnes ou au partage public que je souhaiterais réaliser. Donc il y a plein d'approches différentes. Et justement, si on devait définir le patrimoine informationnel d'une entreprise, on le définirait comment ? C'est quoi les éléments, les données les plus urgentes à protéger en priorité ? En tout cas, juridiquement, c'est intéressant parce que toutes les réglementations à minima européennes n'ont pas fait un choix, ou en tout cas pas un vrai choix, de patrimonialiser les données. C'est-à-dire que le RGPD, ce sont des données personnelles qui sont accessibles parce que c'est attaché à la personne physique. Donc en fait, quand par abus de langage, on dit on va vendre vos données, en fait, on vend une base de données dans lesquelles il y a vos données. Donc en fait, on vend pas vos données, mais on vend la base de données. Et pareil dans tout ce qui est non personnel, donc ça peut être des données clients, du code source, des roadmaps produits, des conditions commerciales par exemple. Enfin, c'est ce type d'éléments-là qui sont en fait plus diffus et qui n'ont pas vraiment forcément de valeur en elles-mêmes, d'autres que si quelqu'un d'autre, par exemple un concurrent, l'avait, ça me mettrait en difficulté. Et en fait, cette valeur, elle est un peu indirecte. Elle n'a pas de valeur en elle-même. C'est aussi ce qui rend difficile la classification. Parce qu'il y a des choses qui sont protégées et qui ont une valeur. Les droits de propriété intellectuelle, c'est des droits privatifs sur tout un tas d'actifs. Ça, c'est globalement, je dirais, intégré dans l'esprit collectif. Ensuite, les données personnelles, c'est un régime différent. Mais ensuite, il y a tout le reste. Et le cadre juridique qui existe, c'est le secret des affaires. Donc, c'est ce qui est protégé spécifiquement par l'entreprise parce que ça relève de son savoir-faire, de choses qui sont très sensibles, qui doivent faire l'objet d'une classification et d'une protection par des moyens organisationnels et techniques particuliers et qui ensuite ont une protection juridique. Mais ça, ce régime, il est sous-exploité en France. Parce qu'en fait, il n'y a pas la maturité, et comme tu disais très bien, classifier, ce qui est public, interne, confidentiel, secret.
En fait, s'il y avait juste un tag sur 100% des informations de ce type-là, ça simplifierait beaucoup de nos conversations et peut-être que la table ronde aurait duré un peu moins longtemps. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que toutes les entreprises se mettent à adopter parce qu'ensuite, va commander des raisonnements juridiques, des raisonnements techniques, une organisation commerciale. Et tout ça va en fait répondre à ta question de qu'est-ce qu'on protège en priorité, pourquoi on le fait et est-ce que ça a une valeur. Parce qu'en fait, demain, votre entreprise a une fuite de données avec 20 millions de données personnelles. Ça fait la une des journaux. Ça va vous stresser, tout le monde va vous poser des questions, mais au fond, ça n'a pas de valeur. Ça crée des risques, mais ça n'a pas de valeur en elle-même. En revanche, demain, votre roadmap produit fuite, c'est donc un PDF ou un Google Doc, par exemple, ou alors un document partagé. Potentiellement, ça, c'est un document, mais qui a une valeur économique bien plus importante, mais ça fera pas la une des journaux. Donc, je trouve que le débat, il est toujours un peu mélangé, parce que quand on dit données, tout le monde pense à données personnelles, et ça dépriorise tous les autres, parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre spécifique. Et moi, je remarque que chez les clients, il n'y a pas cette maturité, ou en tout cas pas assez de maturité pour aller spontanément se dire, OK, ça, c'est les 10% qui représentent 90% de la valeur. En fait, c'est ça, ce sur quoi je vais me concentrer. Le reste, je verrai après. Donc, prioriser et exécuter. Mais peut-être que ça, c'est... Non, mais c'est ça, c'est effectivement, c'est toujours le grand débat, c'est quelles sont mes applications qui sont critiques, quels sont mes systèmes qui sont critiques, quelles sont mes données. Il y a des démarches qui existent qui s'appellent les Business Impact Assessment. En gros, c'est de définir avec la direction générale d'une entreprise quels sont mes processus qui sont métiers, qui sont critiques. Et en fonction de ça, on y décrit et on y documente l'ensemble des assets, que ce soit les systèmes, les informations, les process, les ressources humaines, et derrière on y définit les choses. Et après, effectivement, ça permet de classifier et de définir quelles sont mes données, quelles sont les plus importantes, et pas se dire tiens, le métier il m'a dit que ces données c'est les plus importantes dans l'entreprise, sauf que là ça permet de le justifier en se disant effectivement c'est les données les plus importantes parce que ça soutient le processus métier, tu disais roadmap produit commercial, et puis voilà. Et donc, effectivement, c'est de travailler sur les impacts. Est-ce que dans ce business impact assessment, c'est si ma donnée, elle fuite, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai un impact réputationnel ? Même si des fois, l'impact réputationnel, c'est assez difficile à quantifier. C'est toujours un peu au doigt mouillé. Voilà, on peut prendre des exemples et des abacs d'autres sociétés. Mais c'est toujours assez compliqué à appréhender. Et voilà, et ça permet effectivement de se définir quels sont mes actifs, comment je les protège. Alors c'est bien beau, moi j'ai vu pas mal de sociétés où ils avaient défini des mécanismes de classification super en disant ça c'est une donnée machin, je le mets sur le tag, etc. Sauf que les utilisateurs trouvent trop contraignants les différents tags en se disant en fait c'est peut-être pas forcément une donnée secrète, c'est peut-être une donnée moins secrète, ou une donnée de classe C1, C2, C3, je vais la mettre sur le niveau qui est un peu moins embêtant, parce que sinon il faut que je la chiffre, sinon il y a des contraintes, c'est compliqué, je peux pas l'envoyer par mail, je peux pas la mettre sur une clé USB. Donc voilà. Après c'est aussi de la responsabilisation des utilisateurs autour de ça. Mais oui, effectivement, après sur la partie données à caractère personnel, quand elle fuite, effectivement, ça fait la une des journaux, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que maintenant le grand public est assez sensibilisé via toutes les dernières attaques qu'il y a eu ces dernières années. Après, j'ai un peu peur, et c'est mon côté peut-être un peu négatif, c'est de se dire que ça fait un peu un soufflet, quoi. C'est que, ok, on se dit, par exemple, sur la cyberattaque de Free, avec tous les RIB qui sont dans la nature, tout le monde s'est dit, ah là, c'est inadmissible. Et en fait, un mois après, on n'en parlait plus, quoi. Surtout, personne n'a arrêté son abonnement. J'ai pas l'impression que la société, elle est faillite depuis, quoi. Et quand tu dis, quand tu parles avec les gens, tu leur dis, voilà, le RIB, il est dans la nature. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'un RIB ? En fait, c'est quoi ? Et les gens se disent, oui, ils peuvent rien faire avec. Et quand on commence à les sensibiliser en disant, attention, on peut faire de l'usurpation d'identité, on peut souscrire des crédits à votre place avec des pièces d'identité qui ont pu fuiter avec votre adresse, avec des choses. Les gens ils se disent, oui, mais bon, ça arrive pas forcément. Et c'est compliqué. Donc, oui, c'est le fatalisme, comme tu dis. Et l'absence de réelle volonté de voir les impacts. Et justement, j'étais en train de regarder, je vous partage un petit chiffre. Nous sommes numéro 2 en Europe sur les vols de données. Ah pardon, encore pire, nous sommes numéro 2 mondial sur les fuites de données en 2026. Donc bravo la France. Mais
comme tu l'as très bien dit, souvent, quand on parle, voire quasiment tout le temps, quand on parle de fuite de données, ça reste quand même des données personnelles et non pas nécessairement du patrimoine informationnel d'une entreprise. Et donc, est-ce que finalement, en fonction de la donnée, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres ? Peut-être déjà potentiellement préciser le plus gros vecteur de fuite de données aujourd'hui, et je dirais c'est communément admis, c'est pas forcément la cyberattaque. Le plus gros vecteur, c'est la fuite quotidienne. On en parlait tout à l'heure, la notion de facteur humain, c'est-à-dire j'exfiltre de l'information que je ne devrais pas exfiltrer, je le fais tous les jours sans le savoir, et sans réellement me poser la question que je suis en train de le faire. Et ça serait intéressant d'ailleurs de cartographier plus précisément sur une journée de travail, quel volume de données a été diffusé alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Et ben je pense qu'on peut arriver à des chiffres qui peuvent être assez intéressants. Donc toujours revenir à ce scénario de comment j'assure l'accès à l'information de façon granulaire et ne pas donner accès à tout le monde. Mais après se pose la question, et c'était notre sujet précédent, tu parlais des RIB, comment Free sait qu'un RIB est un RIB ? Parce qu'après, on peut se poser la question, ok, ces données-là, il faut qu'on les protège, on peut les considérer comme étant sensibles, mais comment derrière, j'ai des mécanismes qui ne sont pas que basés sur de l'humain, parce qu'on retombe dans le même travers de facteur humain si on commence à l'intégrer dans le système. Et donc là, c'est là où c'est intéressant, parce que l'IA pourrait aussi devenir notre allié. Là où on parle potentiellement de risques, jusqu'à maintenant, rien de tel, je pense, qu'un modèle de langage pour analyser des contenus qui sont basés sur du langage. Ne serait-ce que pour différencier des éléments entre eux. On recycle le même exemple, mais différencier le menu de la cantine du projet de fusion-acquisition, qui derrière me permet d'aller appliquer les bonnes politiques d'entreprise. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est l'IA au service de la sécurité et non pas l'IA comme un risque. Quand je parle d'IA, je parle de modèle de langage pour venir analyser l'information. Et donc c'est cette dichotomie, je pense, qui est aussi intéressante, exploiter ces technologies, mais avec le bon niveau d'usage. Peut-être juste un mot là-dessus. Moi, je trouve que le fait qu'on ait ce record documente, et pour moi, c'est un signal un peu comme le Shadow IT. C'est la preuve que, non pas que les entreprises françaises ou que les entités étatiques soient faibles en cyber, c'est pour moi une preuve qu'il n'y a pas de prise de conscience que c'est important. C'est-à-dire que les ressources sont peut-être pas assez mobilisées, ou peut-être qu'en fait, juste les protections actuelles sont archaïques, ou peut-être juste qu'en fait, il y a des usages qui facilitent les intrusions après, parce qu'en fait, on a suffisamment d'infos pour, grâce à l'IA, d'aller plus vite. Et ça, moi, je trouve que c'est lié, en fait, c'est lié à la prise de conscience, mais c'est lié aussi à la faiblesse de certaines autorités. La CNIL, par exemple, c'est pas une autorité très puissante. C'est-à-dire que vous avez un contrôle fiscal, c'est pas ou les douanes, ou la police, ça vous met un niveau de stress qui n'est pas le même que celui de la CNIL. La CNIL, évidemment, c'est une autorité. Ça dépend quand même des sociétés. Mais je ne suis pas d'accord. Ça ne dépend pas des sociétés. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas des sociétés. Il y a quoi ? Il y a 10 contrôles qui concernent des entreprises comme France Télé. Ça va faire stresser France Télé pendant 2 semaines. Et ensuite, après, on va rentrer dans un champ où ça ne fait plus stresser ni France Télé, ni les autres. Et je trouve qu'il y a une carence de ces autorités qui ne se font pas respecter. Et même quand il y a des contrôles, moi, j'en vois plein. C'est une super autorité technique et juridique et technologique, mais qui est juste sous-outillé. Donc en fait, quand vous êtes sous-outillé pour contrôler l'étendue du monde numérique tel qu'il existe, en fait, il y a plein de petites pratiques qui prospèrent, et c'est ces petites pratiques qui font qu'on a un record. C'est pas parce que vous contrôlez Free une fois, parce qu'il y a eu une fuite avec 32 millions d'infos, que vous allez faire progresser le schmilblick. Mais l'essentiel des ressources de la CNIL sont target pour les cookies, les GAFAM. Pour une raison simple, c'est qu'ils cherchent un signal, et c'était le pari qui est un pari raté, et qu'ils ont complètement laissé plein d'acteurs prospérer sur tout un tas de pratiques. Et ça, c'est regrettable, parce qu'en fait, ça ne valorise pas ceux qui font de la conformité et qui mettent en place les process. Ça favorise ceux qui ont de la conformité de papier, parce que la CNIL n'a pas assez de ressources et s'arrête souvent à un premier rideau d'analyse. Et donc, en fait, ça crée, moi, je trouve, une autorité faible. Après, il y a quand même eu un changement de posture, il faut le regarder côté de la CNIL. Il n'y avait pas beaucoup d'amendes qui étaient faites, et on regarde que maintenant, sur la dernière année, avec toutes ces fuites de données qu'on a pu voir, il y a quand même eu un certain nombre d'amendes qui ont été prononcées. Ok, quand c'est Google qui se prend une petite amende sur son pourcentage de chiffre d'affaires, ça ne représente pas beaucoup, mais en tout cas, ça montre quand même un signal de... maintenant, il faut arrêter, il faut se sécuriser. Donc il y a toutes les réglementations, je ne sais pas si on parlera de NIS 2, si on parlera de tous les règlements qui arrivent. Effectivement, tu peux en parler rapidement si tu veux. Mais effectivement, enfin,
il faut que ça arrive parce que ça va permettre aux petites sociétés de leur imposer de la sécurité, de renforcer la mesure de sécurité. Après, ce chiffre, moi, je vais être quand même un peu moins alarmiste. C'est pas que tout le monde ne sait pas gérer la cyber. Il faut peut-être qu'on regarde aussi dans quel climat et dans quel contexte géopolitique on est. Est-ce que on a été plus attaqué qu'avant? Est-ce que la France elle a été plus ciblée? Est-ce que les autres pays sont plus sécurisés que nous? Je suis pas forcément confiant sur le fait que les autres pays soient plus sécurisés que nous. Voilà. On a les élections présidentielles qui arrivent l'année prochaine. C'est peut-être en lien avec ça. Enfin, voilà. Il faut peut-être un peu revoir un peu ce constat par rapport. Alors, j'ai pas lu l'étude complète, mais il faut quand même revoir peut-être ce constat. Oui, ok, nos sociétés ont des failles. Après, enfin, moi, c'est ce que je dis en interne. C'est pouvoir se sécuriser, ça coûte de l'argent. Pour mettre en place des mesures pour gérer les cyberattaques, ça coûte de l'argent. Quand on est face à un État étranger, quand on est face à une organisation cybercriminelle qui a des moyens illimités, en fait, c'est un peu le David contre Goliath. Donc oui, à un moment, alors c'est la super phrase, le credo du monde de la SSI qui dit c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, la question c'est quand est-ce qu'on va l'être. Typiquement, face à quelqu'un qui est déterminé à vouloir nous attaquer, forcément il y arrivera. Donc, je suis d'accord avec toi sur cette partie. Faut voir ça, quoi. Mais je pense même, et j'en suis persuadée, c'est que sur le marché de demain, l'avantage concurrentiel, il sera plus vis-à-vis de notre capacité à éviter une crise, parce que on ne peut pas empêcher les personnes malveillantes d'avoir accès à des technologies qui sont de plus en plus pointues et l'IA vient les booster. On ne peut pas contrôler toute la donnée, elle circule, je trouve, tellement de partout qu'on n'arrive plus finalement à gérer. Par contre, notre avantage concurrentiel, moi je pense, ça va être notre résilience. C'est-à-dire notre capacité à absorber le choc, rester debout et survivre. Et c'est là où on va différencier sur le marché justement les entreprises qui ont pris au sérieux la cybersécurité des autres. Et tu le dis très bien, on ne va pas pouvoir arrêter toutes les attaques. On ne peut pas tout arrêter. Et puis comme tu le disais, c'est l'adage un peu qu'on a en cybersécurité, on en a un autre, c'est qu'on parle toujours du train qui n'est pas arrivé à l'heure, parce que quand tu as une attaque qui arrive, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est peut-être la 1001e, et celle-là est passée, et les 1000 d'avant, on les a arrêtées. Donc oui, c'est un peu le constat des experts en cybersécurité que je partage. Alors justement, pour revenir sur la question des modèles IA qu'on entraîne, toutes les entreprises vous diront il faut les entraîner sur les données de l'entreprise, il n'y a que comme ça qu'elles seront extrêmement performantes, parce qu'elles vont pouvoir s'adapter à votre contexte et à vos cas d'usage. Et puis en parallèle, nous, on s'est dit tout à l'heure, on n'a pas réussi à cartographier toutes les données, donc on ne sait pas trop où sont les données sensibles de celles où elles ne le sont pas. Comment on peut faire ce gain de productivité? Parce que c'est très compliqué à une entreprise pour qui l'objectif final, c'est de faire du chiffre d'affaires, du bénéfice. C'est ça, c'est pas de faire de la cyber. De lui dire, tu vas pas pouvoir faire ce bond de productivité parce qu'aujourd'hui, on sait pas trop sur quoi on peut laisser les IA s'alimenter parce qu'on sait pas trop cartographier la donnée. Je veux bien votre avis. Après, si on revient sur la partie, c'est ce qu'on disait, on va pas cartographier l'ensemble du système d'information, parce que de toute façon, déjà, en termes de, maintenant on est sur le FinOps du token, donc le token qui coûte aujourd'hui pas très cher et demain qui va coûter peut-être un peu plus cher. Typiquement, de faire apprendre l'ensemble de notre système d'information à une IA. Je pense que déjà on n'a pas les ressources en termes financiers, on n'a pas les ressources matérielles, donc du coup il faut différencier. Typiquement, ce qu'on a mis en place chez nous, on a mis en place deux choses. On a des IA internes qui tournent sur des GPU et des machines qu'on a en interne, avec des modèles un peu moins gourmands, peut-être un petit peu moins sophistiqués, qui nous permettent de faire du RAG, de l'apprentissage de données sur certaines technologies, certains pans du système d'information ou certaines données. Et à côté de ça, quand les données sont à peu près publiques ou typiquement pour faire par exemple du sous-titrage de vidéos, typiquement nous on fait appel un peu à de l'IA maintenant. C'est des vidéos de toute façon qui sont publiques, donc typiquement alimenter un modèle public, c'est pas très grave. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre est-ce que c'est confidentiel et je peux le gérer en externe, ou est-ce que c'est en interne, en acceptant que le modèle il soit peut-être un petit peu moins performant, mais on revient encore sur le sujet de la classification. Ouais. Et tu citais le RAG, et c'est assez intéressant parce que c'est en train aussi de transformer un petit peu la façon dont on adresse là. Tu parlais d'apprentissage de données. L'apprentissage, c'est une méthodologie complexe qui nous crée un modèle qui est personnalisé pour une tâche précise, là où la partie RAG permet d'être adaptatif. Et il y a beaucoup de recherches justement sur la capacité d'avoir un modèle qui va évoluer en fonction de la connaissance. La connaissance dans l'entreprise, elle n'est pas fixe, elle évolue
tous les jours. Mes contrats, j'en rajoute tous les jours. Et donc, si je veux avoir un agent juriste qui va avoir l'intelligence d'aller m'auditer certains contrats entrants, il faut qu'il ait cette flexibilité de pouvoir considérer cette nouvelle connaissance en continu. Donc, je pense que les deux approches technologiques sont pertinentes. Une approche basée sur l'apprentissage, mais qui est relativement fixe dans le temps, et une approche qui est un petit peu plus dynamique, mais qui, dans ce cas-là, doit s'appuyer sur, on revient toujours au même sujet, doit s'appuyer sur une source de données qui est dynamique, donc qui va évoluer, source de données qui, dans les 3/4 des cas, sont des données non structurées. J'étais l'exemple d'un contrat. Un contrat, c'est pas une base de données avec des chiffres. Un contrat, c'est un document PDF ou Word qui va servir de base de connaissances. Et dans des modèles où cette connaissance doit être amenée à évoluer avec la production de l'entreprise, il faut justement que le modèle ait à un moment une démarcation pour lui dire mais tu n'as pas accès à toutes les données d'entreprise, tu n'as accès qu'à une petite partie, tu peux aller les consommer en temps réel si c'est nécessaire pour ta mission, mais cette partie elle est bien déterminée et elle peut même être déterministe vis-à-vis de qui pose la question, de qui interagit avec le modèle. C'est certes, tu as accès à tous les contrats de l'entreprise, mais si c'est Guillaume Brault qui te pose la question et qui est juriste sur telle thématique, bien là, tu n'auras accès qu'à cette partie-là, parce que Guillaume, il n'est pas censé avoir accès aux autres contenus. Donc je pense que les deux approches pour adresser un agent intelligent autour des données documentaires et principalement non structurées, l'approche apprentissage est complexe à mettre en œuvre parce qu'elle est monolithique, et derrière, l'approche RAG est intéressante, encore faut-il que la couche d'en dessous ait les capacités de pouvoir s'adapter et de faire en sorte de donner les informations les plus pertinentes. Alors, après, je voulais juste dire, un côté positif, c'est que dans la cyber, on dit souvent que le RSSI, que le directeur cyber, c'est toujours celui qui dit non, sauf qu'en fait, c'est pas le cas, c'est que nous, avec des ressources qui sont contraintes, l'IA, je ne sais pas si ça fait le lien avec la question que tu voulais poser, mais l'IA, elle est positive, elle fait gagner du temps, elle permet d'avoir des ressources en plus, des ressources virtuelles en plus quand on ne peut pas ouvrir des ETP. Typiquement, si on prend les outils du SOC, les attaquants font appel à beaucoup d'IA pour faire des attaques. Faut aussi que la défense puisse utiliser ces mêmes outils, typiquement pour avoir déjà une pré-réponse, avoir qualifié les alertes. Ça, aujourd'hui, c'est des choses, des use cases qu'on a dans mes équipes. C'est de se dire, l'analyste, il arrive déjà avec oui, c'est un faux positif ou pas. Typiquement, voilà le cas qui a déjà eu lieu. Voilà comment il avait été traité. Et ça fait gagner un temps monstrueux et ça permet de gagner en réactivité. Donc, faut faire attention aussi à ça. Pareil, la ressource documentaire. Il y a des cas d'usage super précis. Les infogérants qui gèrent nos différents systèmes, on leur a mis à disposition un SharePoint avec l'ensemble des docs. Sauf qu'en fait, il faut savoir chercher où c'est. On a mis en place un agent IA qui permet, un agent conversationnel qui analyse les docs du SharePoint, mais que de ces SharePoint-là, qui analyse les différentes docs, et comme ça, l'exploitant il peut dire j'ai tel problème, machin, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, l'agent il lui dit il faut aller voir dans tel doc, machin, et j'ai appris sur la procédure qui va bien, je sais que c'est telle commande qu'il faut taper, et il lui remet le prompt avec ce qu'il y a à faire, et il gagne en réactivité, et il peut se focaliser sur des tâches un peu plus intéressantes. Alors justement, on arrive à la fin de cette émission, donc j'ai une dernière question à vous poser. C'est que les entreprises, c'est pas un château fermé en fait. On travaille avec différents autres prestataires, avec des partenaires, des clients. Donc la donnée aussi, elle sort des murs de l'entreprise. Donc comment on fait pour sécuriser la donnée qui sort? Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à partir du moment où elle a sorti les murs de chez vous, on n'a plus tellement le contrôle dessus. Comment on fait? À partir du moment où la pièce jointe elle a été envoyée et que le mail il est parti, effectivement, j'ai plus de maîtrise. Après, j'aurais tendance à dire que la pièce jointe est même moins risquée que que le chatbot grand public. Pourquoi est-ce que la pièce jointe, vous savez à peu près à qui vous l'avez envoyée, entre guillemets, vous savez si en face c'est des gens qui sont relativement de confiance, vous connaissez les destinataires, etc. Vous le mettez dans un agent conversationnel grand public, vous ne savez absolument pas ce que va devenir la donnée et est-ce qu'elle sera peut-être recherchable dans 2 ans par n'importe qui. Donc le biais n'est pas tout à fait le même, mais in fine, c'est un élément réellement à prendre en compte parce que la fuite de données via le partage externe non maîtrisé de l'information, maintenant, elle est plus fondamentalement liée à « je me suis trompé de destinataire », elle est fondamentalement liée à « j'ai nourri un LLM qui dans 3 ans va me ressortir ma donnée comme ça, comme par magie, sans que personne s'y attende ». Donc là où le risque avant pouvait être borné dans le temps, là on se retrouve avec un risque qu'on ne maîtrise absolument pas. D'où le fait de essayer de connecter justement
ces fameux agents qui sont conversationnels, qui sont le plus gros risque d'avoir des données qui fuitent, aux ressources de l'entreprise pour que le collaborateur n'ait pas envie, je dirais, de lui-même mettre son document dans ChatGPT et lui poser une question, mais que ChatGPT puisse automatiquement lui dire « Ok, le document que tu veux, c'est celui-là, je vais te l'analyser » et il ne va jamais quitter les murs de l'entreprise. Tu voulais rajouter un Ouais, je voulais rajouter effectivement que la partie supply chain attack, c'est un des risques principaux en ce moment. C'est que quand on a une entreprise qui est super sécurisée, super sécurisée, qui a mis en place les bonnes mesures de sécurité, les bons contrôles de sécurité, c'est plus facile de s'attaquer à un de ses sous-traitants parce que il est peut-être moins sécurisé, il est plus petit, il a une partie de la donnée. Donc là, du coup, typiquement, ce qu'on met en place, c'est toute la partie contractuelle. Alors effectivement, ça couvre pas tout, mais c'est des obligations, c'est des exigences, des matrices de conformité. Donc ça, effectivement, ça permet d'avoir dans les appels d'offres, par exemple, une certaine information sur est-ce que l'entreprise, elle est plutôt mature, elle est plutôt pas mature. Donc ça peut rassurer un petit peu en disant, elle est capable de gérer de la donnée confidentielle. Et je reviens encore par rapport à la classification, c'est que du coup, si c'est de la donnée qui est importante, on va pas mettre le même poids du corps qu'une entreprise qui garde des données hyper confidentielles pour nous. Donc là, il y a ça. Et après, c'est la capacité d'audit. C'est de se dire, dans le contrat, on met des capacités d'audit, dans les clauses contractuelles, et on s'assure par des vrais audits. Typiquement, nous, on le fait, on fait des audits de nos fournisseurs pour s'assurer que les contrats sont bien respectés, que les mesures de sécurité qui sont contractualisées sont bien en place, et ça permet de s'assurer que les données sont sécurisées. Après, le risque, le risque, il existe toujours. On ne peut pas dire que ça sera 100% sécurisé, mais en tout cas, ça permet de contrôler un petit peu et de réduire un peu ce risque. Peut-être un dernier point, c'est que moi je dirais que comme tu disais, l'information qui sort, en fait, il y a une grande différence dans la manière dont tu vas traiter l'envoi que tu vas faire avec des pièces jointes que ce que tu vas mettre dans une IA. Je trouve que déjà, tu as plutôt tendance à mettre plus à l'IA parce que tu as l'impression que c'est avec toi, pour toi, alors que ça ne te viendrait pas à l'idée d'envoyer tes conditions commerciales à ton concurrent ou à ton client pour qu'il puisse voir toutes les subtilités et pour qu'il t'aide comment négocier. Non, mais je trouve que ça c'est intéressant, c'est-à-dire que déjà il y a des freins qui n'existent pas pour certains types d'usages. Et ensuite, moi je trouve que ce que tu as dit sur les use cases que tu as décrit, c'est qu'en fait l'IA pour moi n'a pas vocation à être générale dans l'entreprise. C'est que pour moi c'est un leurre parce que déjà ça sera trop coûteux à terme et que en fait c'est là où en fait on crée le plus de bazar parce qu'en fait on sait pas bien ce qu'on fait. Alors que si on adresse des points très particuliers où les ressources d'IA, pour prendre que cet exemple, sont en fait une énorme promesse et un gain de productivité significatif. Exemple, la défense attaque que tu mentionnais. Je trouve que ce serait idiot de ne pas se mettre en mesure de l'utiliser. Il y a plein d'autres métiers, je pense, où là, aujourd'hui, c'est déployé, ça ne devrait peut-être pas l'être. Ou alors, ça devrait l'être à plus petite échelle. Je prends un exemple, c'est les directions juridiques. Tout le monde s'équipe beaucoup, mais vous avez le secret professionnel des avocats. Vous avez donc toute l'information qui est reçue de conseil externe, qui ensuite est remoulinée et qui potentiellement perd parce qu'elle a été démembrée et recasée son caractère confidentiel. Vous avez tous les pays de common law qui sont très très éduqués sur qu'est-ce qui est confidentiel ou pas au sein même de l'entreprise. Vous avez des régimes naissants en France et tout ça en fait va brouiller les cartes. Et je trouve qu'en fait à tout vouloir mettre dans l'IA, à tout vouloir gagner en productivité, en fait on va mélanger plein de choses et ça va exposer la société. Donc en fait toujours voir le risque c'est une mauvaise idée, mais les opportunités sont tellement énormes que bien connaître à minima les use cases, pas forcément la cartographie des données, mais savoir pourquoi on en aurait besoin, je pense que c'est le bon premier point de départ pour ensuite construire ces cas et se rendre compte s'il y en a plus, si on fait déjà bien ces 2-3 cas, pour aussi maîtriser ce qu'on fait. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui nous a suivis. Donc, ce soir, on était avec Box. J'espère que la thématique vous a intéressé. Comme toujours, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. C'est comme ça qu'on arrive à vous créer un contenu qui est très intéressant. Merci à nos experts. Merci beaucoup.